Salut à toi, compagnon lecteur. Je voudrais te parler du dernier outil sorti de mes ateliers, la méthode intégrative. C'est une évolution de ma méthode initiale que tu connais peut-être, la méthode Alfoldi. Les premiers travaux remontent aux années 90. Je crois pouvoir dire que, sans qu'elle ait rien de magique, ma méthode a fait et continue de faire ses preuves depuis bien des années auprès de nombreuses équipes sur plus d'un territoire de France, de Belgique et de Suisse. Ça peut paraître gonflé de vanter ainsi les mérites d'un instrument dont on est soi-même le concepteur et le diffuseur, mais tant pis, j'assume. Je me le permets aussi parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part des professionnels qui continuent de l'utiliser aujourd'hui. Ils disent cette méthode particulièrement aidante pour les cas complexes, quand les équipes achoppent sur l'analyse d'une situation d'enfant et se trouvent incapables d'envoyer au juge ou au cadre départemental un rapport pertinent avec une préconisation qui tienne la route. Mais le monde change et le contexte français bouge pas mal depuis quelques années. Tu as pu assister comme moi à l'évolution législative de la protection de l'enfance, avec les lois du 5 mars 2007, celle du 14 mars 2016 et puis plus récemment celle du 7 février 2022. Sous l'impulsion de ces textes, la pratique de l'évaluation est devenue plus réglementaire, plus cadrée, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Me concéderas-tu toutefois que ce n'est pas non plus sans inconvénient? Pour ma part, j'irais même jusqu'à dire que la montée en puissance du juridique est en train de figer la dynamique de la clinique. Tu le sais comme moi, les textes légaux ont mis en avant le concept de besoin fondamental de l'enfant et ils ont instauré l'utilisation d'un référentiel national. Sous l'impulsion du législateur, deux travaux clés ont donc vu le jour. Le rapport écrit par Marie-Paul Martin-Blachet intitulé Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, qu'elle a publié en février 2017. Le référentiel national d'évaluation globale de la situation des enfants en danger ou en risque de danger, c'est la production de la Haute Autorité à la Santé qui est sortie en janvier 2021. Aujourd'hui, ces deux documents délimitent les contours de l'évaluation dans la protection de l'enfance en France. C'est la nouvelle donne, une nouvelle donne légitimée par la loi en fait. Alors me croiras-tu si je te dis que dans ce contexte, je n'ai pas tardé à me demander quid de la méthode Alfoldi, non sans, je dois bien te l'avouer, une certaine appréhension. Et effectivement, les demandes de formation ont commencé à diminuer dans mon activité. Eh oui. Alors que faire? Assister impuissant et invalidé au démantèlement d'un édifice assidûment bâti pendant plus de 30 années de travaux, qui plus est de travaux passionnants, envoyer la méthode Alfoldi au musée des pratiques sociales, raccrocher les wagons et consacrer plus de temps à jouer du trombone à coulisses et de la trompette à piston. Eh bien non, rien de tout ça. Vois-tu, je ne crois pas à l'obsolescence de ma méthode. Sa diffusion est attaquée, oui, mais son utilité sociale continue d'être attestée par les femmes et les hommes de terrain. Alors, j'ai réagi. Voici comment. J'ai d'abord étudié les deux documents de la nouvelle référence légale. Je veux te parler franchement, ils sont plutôt pas mal faits. Eh oui, franchement, ça m'aurait arrangé de te dire qu'ils ne valent pas un calot, mais c'eût été te mentir, ce à quoi je ne consens pas. Ces deux approches sont concurrentes de la mienne, besoins fondamentaux, référentiel national, mais elles sont plutôt cohérentes sur le plan clinique. J'ai trouvé en chacune des avantages, mais aussi des inconvénients. Je vais, si tu veux bien, partager tout ça avec toi. Commençons par les besoins fondamentaux de l'enfant. Ce modèle offre la déclinaison soignée d'une pyramide de Maslow ajustée à la protection de l'enfance. Le panel des différents besoins couvre bien l'ensemble des thèmes significatifs de la situation physique, morale, sociale d'un enfant. Les définitions sont explicites et porteuses d'un savoir clinique que je dirais construit. Par contre, tout comme la pyramide de Maslow, le modèle des besoins fondamentaux de l'enfance ne prend pas en compte le versant négatif du concept de besoin. Prenons par exemple le besoin de sécurité. Certainement, il existe fortement chez tout un chacun. Mais
Quid du besoin d'insécurité? La mise en danger compulsive, l'excitation jubilatoire de l'acte transgressif, ça existe, le phénomène est même extrêmement répandu dans le genre humain. Et selon moi, il faut aussi pouvoir l'évaluer. D'autre part, je n'ai pas trouvé d'adaptation instrumentale commode de ce modèle. Ce que je veux te dire, c'est que je n'ai pas vu d'outils qui permettent d'évaluer concrètement une situation en utilisant le modèle des besoins fondamentaux de l'enfant. S'il en existe, je ne les ai pas vus. D'ailleurs, si toi tu en connais, fais-moi l'amitié de me les communiquer, je les examinerai avec toute l'attention que tu peux imaginer. Voyons à présent ce qu'il en est du référentiel de la Haute Autorité à la santé, lequel est aujourd'hui l'outil promulgué. Sur le registre positif, j'ai identifié plusieurs aspects opérationnels. Ainsi, le référentiel est pertinent à sa promulgation. Il est pertinent dans le sens où il délimite précisément le périmètre de l'évaluation en protection de l'enfance. Ses contenus conceptuels et instrumentaux constituent un véritable réservoir de savoir tout à fait pertinent qui s'avéreront utiles aux professionnels. Ça aidera les jeunes, ça aidera les anciens à documenter leur évaluation et notamment élargir, accentuer, orienter et mieux organiser leur recueil d'informations. Le référentiel produit également un gros travail d'éclaircissement lexical avec des définitions de concepts clés qui représentent un réel apport. Le document de la chaise présente aussi l'avantage d'intégrer des outils annexes intelligemment sélectionnés et cliniquement pertinents. Sur le registre négatif, j'ai identifié un ensemble de traits bloquants quant au discernement des professionnels dans la pensée évaluative. Tout d'abord, le poids. Et oui, si la totalité du référentiel fait 338 pages, la partie plus particulièrement dédiée à l'évaluation, le livret 3, en fait encore 170. De mon point de vue, c'est beaucoup trop pour des professionnels lestés par une charge de travail importante. Le référentiel interpelle les professionnels en les invitant à interroger des aspects marquants. C'est une bonne idée. Mais là encore, il y a pléthore. J'ai dénombré pas moins de 655 questions dans le livret 3. Là encore, je dis, c'est trop. Autre trait problématique, le référentiel démultiplie le nombre des analyses. J'ai identifié au travers du document 4 analyses de domaine et 17 analyses de sous-domaine. N'en jetez plus, la cour est pleine. Une telle démultiplication de l'effort analytique pourrait convenir à un travail de thèse réalisé sur une période de 3 années d'études, mais pas dans la temporalité d'un professionnel en exercice dans un service de protection de l'enfance. Je suis assez tranché sur ce point, car l'expérience m'a enseigné que l'acte d'évaluation requiert un et un seul espace d'analyse et que celui-ci doit combiner tous les aspects significatifs de l'évaluation en question, aussi bien les critères que les faits. Il n'est pas facile d'y arriver, je sais. Pour ma part, j'ai quand même mis 15 ans à élaborer l'instrument d'analyse qui permet d'obtenir ce résultat dans la méthode Alfoldi, c'est le mouton à 5 pattes. Autre problème, la cohérence du référentiel est altérée par un chevauchement problématique entre les 4 premiers domaines qui balayent l'ensemble de la situation et le 5e qui est plus centré sur les besoins. Il y a notamment collision entre le domaine 1 qui est intitulé les besoins physiologiques de l'enfant adolescent et puis le domaine 5 intitulé la réponse des parents aux besoins de l'enfant adolescent. Il requiert l'un et l'autre d'aborder les besoins physiologiques. Conséquence pour l'utilisateur du référentiel, un effet d'égarement, une confusion accrue, notamment dans la rédaction qui va suivre. Enfin, je déplore l'absence d'un lexique dans un document de cette ampleur, d'autant que, comme je l'ai dit auparavant, le travail de définition dans l'ensemble présente un bon niveau de qualité. Il se trouve que, au-delà de mes appréciations méthodologiques, j'ai eu vent, ça et là, de retours négatifs de la part des professionnels de terrain, après 2 années de diffusion du référentiel à marche forcée. Ils parlent d'usine à gaz et ne savent pas par quel bout prendre cette masse instrumentale qu'ils décrivent comme étant contraignante. Voici donc, chers lecteurs, chers auditeurs,
un rapide panel des raisons qui m'ont poussé à entreprendre la construction d'une méthode que j'ai donc appelée intégrative. Une méthode donc qui associe les outils réglementaires devenus incontournables avec un outil diagnostique rodé et efficace. Un sacré challenge, je peux te l'assurer. Articuler dans un même instrument les outils réglementaires, le référentiel national et le modèle des besoins fondamentaux avec les outils d'analyse de la méthode Alfoldi, le tout sans faire une nouvelle usine à gaz. Eh bien, je me réjouis de te dire que c'est chose faite. La méthode intégrative associe aujourd'hui les trois approches. Je l'ai testée depuis plus d'1 an auprès de nombreux professionnels qui s'en disent, si tu veux bien m'en croire, plutôt satisfaits. Alors, peut-être te trouves-tu, toi aussi, dans cette situation délicate par rapport à l'évaluation des situations d'enfants. À la fois, tu es contraint de produire une évaluation conforme aux attentes modernes des institutions et à celles de la loi, et en même temps, tu as bien du mal à t'en sortir avec le référentiel en vigueur. Eh bien, viens donc voir d'un peu plus près la méthode intégrative. Elle est justement faite pour ça. Intégrer les contraintes légales et faire face aux situations complexes à l'aide d'un outil ajusté à cette tâche. Et si d'aventure tu te poses la question de la formation, sache que je propose différentes modalités que je me fais un devoir et un plaisir d'ajuster à la spécificité de tes attentes, tout en tenant compte, bien entendu, de tes dispositions financières. Je propose un stage d'initiation de 3 jours en continu, présentiel, un stage d'approfondissement de 3 jours sur le même modèle, des séances de coaching sur l'application de l'outil en équipe, on fait ça en visio. Je propose aussi une démarche Retex pour analyser, Retex comme retour d'expérience, pour analyser a posteriori les situations à évolution dramatique. Le contenu des programmes est directement accessible à partir de mon site alfoldievaluation.com et bien entendu, je reste joignable facilement par téléphone et par mail, au cas où tu veux en savoir un peu plus lors d'une discussion directe.